Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Verbatim. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez pris le temps pendant la trêve internationale de retomber, de laisser un peu redescendre la pression du derby. Non, je déconne, perso, moi je suis toujours pas redescendu, je pense toujours qu'à ça. Il va falloir des mois pour que j'oublie ce qui s'est passé, il va falloir des mois pour passer à autre chose. C'était beaucoup trop fou. Allez, cette semaine, on se retrouve pour parler du match de Montpellier, le match que l'OL n'a pas réussi à gagner, 0-0 à domicile. Donc on va essayer de comprendre un peu comment ça s'est passé, pourquoi Lyon n'a pas réussi à gagner, et ce que ça veut dire, est-ce que Lyon retombe dans ses travers, ou est-ce qu'au contraire Montpellier est arrivé avec un plan beaucoup trop bien ficelé et que l'absence de Fekir a trop pesé. On va essayer de voir tout ça, on va essayer de tout piger sur la situation de l'OL en ce moment. C'est parti. Alors, inutile de dire que même 2 semaines après, même après la trêve, le derby était encore dans toutes les têtes. Fekir, il est arrivé acclamé, accueilli en héros par le stade. Il est même passé en bas du COP avant le début du match parce que, pour rappel, il était suspendu. En son absence, donc Genesio opte pour un 4-3-3 avec le triangle du milieu inversé par rapport à d'habitude, c'est-à-dire Touzard en seul sentinelle et Aouar Ndombele devant lui. En face, Montpellier arrive avec un espèce de 5-3-2 qui s'est parfois transformé en 5-4-1 en losange. Enfin voilà, on peut l'appeler comme on veut. Alors c'est clair que Montpellier arrive pas pour enflammer le match. Certains s'offusquent à longueur de temps sur les plateaux télé des gens qui privilégient la défense. Bon, c'est un football comme un autre. Tout le monde ne peut pas jouer comme le Barça. Tout le monde ne joue pas un foot de possession et un foot spectaculaire et offensif. Voilà, il y a des footballs différents pour des potentiels différents aussi. Voilà, je trouve que Montpellier est arrivé avec un plan très structuré, très cohérent, axé sur la défense, c'est clair, mais ça les a pas empêchés de se montrer un peu. Donc ça joue en 5-3-2, en 5-4-1 en losange, vous appelez ça comme vous voulez, en tout cas, ça marche. Assez tôt dans la rencontre, on voit que l'OL, notamment par les milieux de terrain que sont Ndombele et Aouar, l'OL n'ose pas prendre les risques de faire les passes vers les appels de Memphis et Mariano, qui sont intéressants en début de match dans leur course. Mais voilà, les passes n'arrivent pas, les passes ne partent pas, les joueurs ne les tentent pas suffisamment, j'ai trouvé. Et donc ça donne une possession assez stérile, une conservation de balles, qui donne rien, comme on a pu le voir un peu trop souvent cette saison. En début de match, ça ressemble à l'OL des mauvais jours, l'OL qui va avoir du mal à créer du jeu. Donc Lyon ne domine pas clairement ce match, ne maîtrise pas son sujet comme ça a pu être le cas ces derniers temps, mais c'est surtout, à mon sens, dû à l'organisation montpelliéraine qui laisse très peu d'espace et très peu de place à la créativité offensive lyonnaise. Habituellement, dans ce genre de match, tu as Fekir qui va arriver et éliminer 1, 2, voire 3 joueurs, forcément ça libère des espaces et ça facilite le travail pour trouver des décalages et des intervalles par la suite. Là, Fekir était pas là, et il y a eu beaucoup plus de difficultés à évoluer face à ce bloc vraiment, encore une fois, super bien organisé. Seulement, Lyon a déjà joué sans Fekir, un petit peu contre Everton, et le match à 3, ça n'a pas empêché Lyon de gagner ces 2 matchs. Donc ça veut bien dire que Montpellier avait quelque chose de suffisamment bien mis en place pour contrer les attaques lyonnaises, même si Fekir n'était pas là et que bien sûr, ça change tout. Au fur et à mesure, ce qui est intéressant, c'est que Montpellier est sorti, en fait. Montpellier a commencé à prendre confiance et à jouer au début en contre, mais à s'imposer, à essayer de produire du jeu. En deuxième mi-temps, il y a des moments où ils ont très clairement dominé, où ils avaient quelques décalages, quelques situations intéressantes. Donc voilà, ils n'ont pas fait que défendre, ils ne se sont pas contentés de mettre le bus, ils ont aussi proposé des choses, notamment en deuxième mi-temps. Donc voilà, moi j'ai vraiment vu une très très bonne équipe face à Lyon. Mais en fait, le problème, c'est que Montpellier se soit créé des situations. Un match comme ça, si Lyon domine pendant 90 minutes, si Lyon attaque tout le match, se crée des situations mais n'arrive pas à marquer parce qu'en face ça défend super bien, ça me dérange pas. Là, c'était vraiment incomplet comme prestation. Il y avait des moments où Montpellier n'était vraiment pas ridicule et Montpellier gênait vraiment l'OL. Si Montpellier gagne ce match, c'est pas un scandale absolu. Et en fait, c'est ça qui est gênant dans ce match. Lyon n'a même pas dominé offensivement alors que le plan de Der Zakarian, c'était le match nul quand même, plus ou moins. Au final, voilà, ça fait 0-0. Montpellier reste invaincu contre Paris, Lyon et Monaco et est toujours, je crois, la meilleure défense du championnat. Donc ça veut dire que c'est pas non plus n'importe qui. L'image qui restera de ce match, plus que tout, c'est quand même cette 18e minute. Ça a fait le tour des réseaux sociaux, ça a fait le tour de l'Europe. Magnifique, tous les maillots brandis dans les tribunes. Oh là là, c'est génial, c'est à la hauteur de ce que Fekir a fait contre Saint-Etienne, c'est une animation qui restera là aussi dans l'histoire. On continue le chambrage, on en remet une couche, c'est complètement abusé, ça fait 2 semaines que ça dure, on en fait trop, mais c'est ça qui est bon.
Au final, l'intérêt de ce match, c'est aussi pour les joueurs et le staff de réaliser qu'il y a encore du travail. Avec notamment la prestation contre Saint-Etienne, ce groupe a déjà marqué l'histoire. Mais ce match est donc utile parce qu'il rappelle qu'il y a encore du boulot. Il y a une animation offensive dans laquelle il faut continuer à progresser, il faut arriver à faire sauter les verrous de ce genre d'équipe, parce que Montpellier n'est pas la seule équipe capable de jouer comme ça. Là, ils maîtrisent parfaitement leur sujet dans le secteur défensif. Mais il y aura d'autres équipes qui tenteront de faire la même chose, et Lyon doit apprendre à se sortir de ce genre de situation avec ou sans Fekir. On peut penser qu'après le derby, d'ailleurs, il y avait un peu de suffisance dans ce match. En mode, voilà, on a claqué Saint-Etienne 5-0 chez eux, Montpellier à domicile, ça devrait aller. Est-ce que les joueurs ont été trop suffisants en abordant ce match ? À mon avis, c'est une question que le staff ferait bien de se poser pour la suite. À ça s'ajoutent des individualités pas à leur niveau habituel. Aouar, Ndombele, Mendy, Tété. D'ailleurs, en parlant de Tété, je me dis que la percussion de Raphaël aurait peut-être été plus pertinente sur ce match. Voilà, fin de la parenthèse. C'est une problématique que je soulève comme ça. Dans quel match Tété doit jouer ? Dans quel match il faut lui préférer Raphaël ? Moi, face à un bloc comme ça, je me dis que les dédoublements de Raphaël et son apport sur les centres notamment, ça peut être pertinent. À voir par la suite ce qui est décidé. Donc voilà, les joueurs que j'ai énoncés ne font pas spécialement un mauvais match, ils sont juste moins bons que d'habitude. Et on aurait pu s'attendre, on aurait aimé que la lumière vienne de l'un d'entre eux, et ça n'a pas été le cas cette fois-ci. On peut aussi ajouter à ça Mariano, qui dans un match comme ça, comme il a rien à se mettre sous la dent, forcément il passe à travers. Parce qu'en plus, comme je l'ai déjà expliqué, Genesio lui demande de rester haut pour attirer les défenseurs et créer de l'espace pour les milieux et les ailiers. Donc voilà, dans un match comme ça, le mec il a 2 voire 3 défenseurs sur le dos quasiment en permanence et il a pas de ballon qui lui arrive. C'est le rôle parfois ingrat des attaquants de pointe que de jouer ce genre de match. Il y en a un qui pour le coup a fait un mauvais match, c'est Maxwell Cornet. Il y a eu pas mal de sifflets à sa sortie, alors des sifflets qui ont été repris par des applaudissements d'une certaine partie du public après pour les couvrir, de ce que j'ai entendu en tout cas. Alors juste 2 secondes, je vais donner mon point de vue là-dessus. Perso, je suis pour qu'on ne siffle pas les joueurs qui font simplement des mauvais matchs. Pour moi, un mauvais match, quand c'est un joueur qui porte ton maillot, ça n'est pas une raison suffisante pour le siffler. Ça m'est arrivé de siffler des joueurs, mais c'était des joueurs qui avaient, à mes yeux, manqué de respect soit au club, aux couleurs, au maillot, ou alors aux supporters. J'ai jamais sifflé un joueur pour un mauvais match. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Y a des gens, notamment dans le sud de la France, qui passent leur temps à siffler dès qu'il y a 0-0 à la mi-temps. J'aimerais voir un comportement différent de la part des supporters, mais là encore, ce n'est que mon avis. Et c'est un avis qui est partagé par pas mal de gens dans le stade, parce que Cornet est sifflé à sa sortie, mais derrière, il y a des applaudissements qui arrivent. Donc ça veut bien dire que les supporters sont conscients de ce qui se trame. Donc voilà, on ferme la parenthèse sur les sifflets. Cornet, son vrai souci, à mes yeux, c'est qu'il joue pas à son poste. Genesio s'obstine à le faire jouer à un poste qui n'est pas le sien. Et auquel il n'a pas vraiment de qualité pour s'imposer. Je veux dire, il centre pas spécialement bien. En 1 contre 1, il est assez inconstant. Il n'a pas une qualité de percussion incroyable. Même sa frappe de loin n'est pas géniale. Enfin, voilà. Pour moi, il n'a pas grand-chose à faire à ce poste d'ailier. En revanche, en 2e attaquant, avec Mariano plus fixe et Cornet plus libre autour de lui pour se balader et créer un peu des espaces et des décalages, un peu le même registre que celui dans lequel évoluait NJ sous garde, bah pourquoi pas. Et je me dis qu'en fait ce serait lui rendre service que de le mettre à son poste. Parce que même si on a encore en tête les ratés, les 1 contre 1 ratés à Rome contre l'AS Roma, bah c'est son poste, c'est là qu'il est censé être bon. En tout cas, moi ce que je peux vous dire sur Cornet, c'est que ça fait pas mal de temps que je le vois assez abattu, notamment à la sortie des matchs en fait. C'est-à-dire qu'en zone mixte, il tire la gueule, il s'arrête pas pour parler aux journalistes. Croyez-moi sur parole, c'est pas faute d'avoir essayé. Donc voilà, je pense que le sifflet, c'est vraiment pas la chose à faire. Moi, je sens pas un joueur en confiance, je sens pas un joueur qui est dans l'état d'esprit nécessaire pour être bon en fait. Et je pense que le public aurait peut-être intérêt à l'aider un peu plus qu'à lui faire remarquer qu'il est mauvais. Parce que croyez-moi, quand on le voit sortir du stade, quand il est mauvais, il le sait. Quand il est mauvais, c'est le premier à en être conscient. Et il a l'air sincèrement mal d'avoir fait un mauvais match. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Peut-être que d'autres journalistes vous diront le contraire. Mais voilà, moi c'est mon ressenti. Je pense qu'il faut l'aider plus que chercher à l'enfoncer. Et gardons en tête qu'il est jeune, accessoirement. Pour toutes ces raisons-là, je pense que les supporters qui ont applaudi Cornet quand il a commencé à être sifflé sont dans la bonne mentalité. Je pense que c'est leur rôle. Après voilà, chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà un peu ce que je pouvais dire sur le cas Maxwell Cornet. Comptez pas sur moi pour hurler avec les loups et le descendre comme si c'était le pire joueur de l'histoire de l'OL. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui ne le mérite pas.
Au final, ce match, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un accident de parcours ou est-ce que c'est un retour à un football inefficace en plus d'être hideux après une belle parenthèse? En fait, c'est ça la question qui va se poser assez rapidement. Il va falloir essayer de montrer que c'était un accident, bon c'est qu'un 0-0, c'est pas dramatique, qui plus est face à encore une fois une équipe qui a super bien défendu, mais il va falloir recommencer à être convaincant offensivement pour ne pas laisser la place au doute et continuer sur la bonne dynamique. Ça tombe bien, il y a le match contre Limassol jeudi en Europa League. Et je pense vraiment que les Lyonnais doivent se rattraper parce que le match aller contre Limassol, on se rappelle tous qu'on a perdu 90 minutes de nos vies et que c'était franchement très très moche. C'est le contexte idéal pour repartir de l'avant, pour continuer sur la bonne lancée et ne pas laisser de place au doute. Et accessoirement, une victoire contre Limassol, ça rapprocherait l'OL d'une qualification pour les 16e de finale, l'occasion de s'offrir des matchs contre un club de l'Est complètement inconnu, le jeudi soir en février, dans un froid polaire avec un parc OL à moitié vide. Les vrais savent de quoi je parle. Je voulais terminer en vous remerciant pour tous les commentaires positifs qu'on a eus sur l'épisode spécial Derby. Ça m'a vraiment touché parce que j'ai parlé avec le cœur, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai pas mal travaillé pour proposer un truc cohérent et en même temps laisser de la place à l'émotion, à ce que j'avais à dire après ce match et après les critiques, tout ça. On a eu beaucoup de retours positifs, l'épisode a super bien marché. Donc encore une fois, merci beaucoup. J'espère que ce qu'on fait, ça continuera à vous plaire. J'espère qu'on va pouvoir s'améliorer. On avait parlé d'un live il y a pas longtemps. On est en train de préparer ça tranquillement. Si vous avez des avis différents, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou même sur mon Twitter perso, ça m'intéresse de vous entendre. Voilà, j'espère que ce qu'on vous propose vous plaît. En tout cas, on bosse pour que ce soit le cas. Et ça a l'air de marcher plutôt pas mal. Donc on est super content. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mercredi prochain.